Hier, c'était la rentrée scolaire, c'est un peu compliqué parfois. Qui n'a pas vécu une rentrée difficile sur ce plateau? Levez la main. Bon, est-ce que ça veut dire qu'on est tous atteints de phobie scolaire, Timothée? Alors, tout d'abord, pour être parfaitement précis, on ne parle plus de phobie scolaire, mais de refus scolaire anxieux. Oh oui, non mais ça... Voilà, mais Ok. ça c'est le terme un peu plus scientifique. Mais le refus scolaire anxieux, Ça veut dire quoi? mais ça concerne pas tout le monde. Ça concerne 2 à 5% des enfants scolarisés. Et ça peut paraître être un petit chiffre, mais c'est pas anodin parce que ces enfants-là sont dans une véritable souffrance. Ils sont malades et il faut juste les écouter et puis savoir les aider. Mhm. Alors, finalement, on ne parle pas de phobie scolaire? On parle de refus scolaire anxieux parce qu'en fait, la phobie scolaire, c'est juste un symptôme d'un terrain anxieux qui est présent chez l'enfant scolarisé. Donc finalement, il va avoir des troubles anxieux qu'il va manifester de différentes façons. Hein. L'anxiété, elle peut se manifester sous forme de TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, et elle peut se manifester aussi sous forme, justement, à l'école, d'un refus scolaire anxieux. Ça peut parfois être un caprice quand même, hein. Y a des signes qui doivent nous alerter, des vrais signes, franchement, Timothée? Voilà, il faut faire attention. Le refus scolaire, c'est pas la phobie scolaire, c'est pas une flemmardise, une paresse ou le blues typique qu'on a le dimanche soir la veille de la rentrée scolaire. C'est vraiment une souffrance et les signes qui doivent alerter, c'est surtout des signes qui sont d'ordre somatique, c'est-à-dire des signes qui induisent des répercussions sur le physique. On voit là justement, hein, je vous coupe, hein, un enfant qui pleure, on peut imaginer ça par exemple. Ça, Oui, c'est une voilà. photo d'illustration, on l'a bien compris. Bien sûr, on peut imaginer ça. Les enfants pleurent, crient, ont des maux de ventre, parfois vomissent, des malaises, se sentent un peu comateux, des chutes de tension, etc. Ça peut vraiment être très grave. Ok, quels sont les risques finalement? Alors quand vous me dites c'est grave, moi je comprends, mais pourquoi c'est grave psychologiquement parlant? C'est grave parce que il y a un risque d'isolement de l'enfant dans la maison. Il va rester tout le temps à la maison et puis il va se désocialiser tout doucement. Et comme diraient les pédopsychiatres, il faut faire très attention au risque de claustration parce que ça peut avoir de lourdes répercussions au niveau socio-professionnel. Et puis, il ne faut surtout pas laisser s'installer ce cercle vicieux parce que... Ça peut aller jusqu'à la dépression, concrètement? Bien sûr, l'anxiété, typiquement la dépression, c'est un petit peu la forme extrême de l'anxiété. Et on peut associer à l'anxiété d'autres pathologies comme effectivement la dépression. Rassurez-moi quand même, Timothée, en l'occurrence pour nos enfants, pour nous les parents, les grands-parents qui sont avec nous, ça se soigne, évidemment. Ça se soigne, c'est la bonne nouvelle, Pascal, parce que... Quand même, il faut sourire un peu ce matin, là. Hein. Ensemble, c'est mieux. Ah ben oui. Voilà. Alors, ça se soigne. Il ne faut pas braquer les enfants. Il ne faut pas leur dire « va à l'école, va à l'école, va à l'école ». L'enfant, il veut aller à l'école, mais il ne peut pas. Il est paralysé. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Eh bien, il faut déjà soigner le trouble anxieux qui est initial à tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va voir un spécialiste pour ça? Voilà, déjà, il faut déjà avoir notion que ça peut exister. Il faut prendre conscience que notre enfant, il souffre, il est pas bien, il n'est pas bien dans sa tête, il n'est pas bien dans sa peau. Et il faut consulter un pédopsychiatre il faut toujours être là avec... Une personne extérieure. Voilà, qui puisse peut-être intervenir et être objectif. Ça peut être aussi, après tout, un parent, enfin un autre parent, oui, quelqu'un de la famille, et ça voisin. peut typiquement être, et ça fait partie de la responsabilité de l'équipe éducative et de l'école, de repérer ces enfants qui sont pas bien. C'est déjà très compliqué pour les enseignants. Il y en a peut-être qui nous regardent et qui se disent « Ah là là, ils nous rajoutent en plus quelque chose ». Mais bon, on a bien compris que quoi qu'il en soit, c'est pas toujours un caprice, voilà. Non, c'est pas un caprice, il faut faire attention. L'absentéisme, ça peut commencer tout simplement par... voilà, l'enfant va pas vouloir aller au sport parce qu'il va subir des moqueries, ou bien il va vouloir sécher un contrôle de maths parce qu'il n'a pas révisé, il a peur de mal faire. Voilà, c'est des choses toutes simples qui doivent alerter parce que finalement, l'enfant il est très anxieux et il souffre. Allez Timothée, un dernier petit conseil, là, s'il vous plaît, avant midi pour nous et pour les parents, les grands-parents qui sont avec nous. Qu'est-ce que vous leur dites? Pour ces enfants justement qui peuvent avoir à souffrir,
On a tous fait des caprices, hein. On a tous été réfractaires à l'idée d'aller à l'école, on a tous vécu l'angoisse du lundi matin. Qu'est-ce que vous dites à ça? Je leur dis, sachez repérer, sachez écouter votre enfant, écouter ses mots. Pas mettre trop de pression sur ses enfants. Pas mettre trop de pression sur les enfants. Hein, vous savez, les parents, ils ont tendance à mettre leur enfant sur un piédestal et puis leur insuffler la course à la performance dès le plus jeune âge. Et tout ça, eh bien, finalement, même si c'est bienveillant de base, eh bien, ça peut induire une anxiété. Et l'anxiété, elle se manifeste sous des formes, des fois, dramatiques. Ensemble, c'est mieux. Et pour vivre tous ensemble, il faut être ouvert d'esprit et tolérant. La tolérance, on accepte les autres, on accepte tout le monde, même ceux qui sont malades de maladie mentale, parce que la maladie mentale, c'est une maladie. Merci pour ces précisions. Allez, voici